thématique. Alors, je vous présente un peu les intervenants qui vont dialoguer entre eux et dialoguer avec vous, bien sûr. Chantal Aspe. Alors, c'est vous qui allez animer la table ronde. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université d'Aix-Marseille et vous travaillez depuis une trentaine d'années sur la problématique de la gestion de l'eau en Méditerranée. Et vous avez fondé, ça je le note, en 1990, l'association Eau Méditerranéenne qui a été une très belle association. François Prévost, vous êtes ingénieur agricole, agronome, et vous avez été, après bien d'autres postes, délégué territorial responsable du développement rural à la Société du Canal de Provence de 1998 à 2019. Aujourd'hui, vous êtes élu local en charge des questions de l'eau à la communauté de communes de Fort-Calquier, Montagne de Lure et au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Vous êtes aussi en charge de la réalisation d'un futur musée de la gestion de l'eau en Provence. Nicolas Verzotti, vous êtes paysan et administrateur du CRIVAM PACA, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Vous avez créé en 2021 en 2012 la ferme du Colibri sur la base d'un système agroforestier de type verger maraîcher. Marie Jacquet, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université d'Aix-Marseille et vous travaillez sur les usages, les formes de gestion et de partage des ressources en eau en région méditerranéenne. Voilà, je vous donne la parole. Oui, ça marche? Oui, ça marche. Merci Daniel pour cette présentation très, très courte mais très efficace. Alors donc, on nous a intimement donné le conseil, on va dire, de respecter totalement les horaires et surtout de vous laisser du temps de participation pour poser les questions. Donc, on va s'organiser de la manière suivante, c'est-à-dire que de midi à 12h, 12h30, vous aurez la parole pour les questions. Et donc, nous avons à peu près 3/4 d'heure pour présenter l'ensemble de ce que nous voulons présenter à 4. Alors, comme vous voyez, c'est une forme assez originale. Hein, c'est une présentation à 4 voix parce qu'effectivement, l'eau agricole, c'est quelque chose, même on aurait pu être 10, 20 pour présenter tout ça parce que c'est très riche au niveau, on l'a déjà vu un peu ce matin, historique, culturel, patrimonial, mais aussi évidemment sur le plan économique, écologique et social. Voilà, donc avec toutes ces facettes, on ne pourra pas toutes les aborder bien sûr, mais on va essayer de mener ça à 4 voix avec à chaque fois une facette. On va faire un petit éclairage sur quelque chose de particulier. Voilà, donc j'ai l'honneur de commencer. Donc, je vais vous essayer d'aller une présentation rapide, comme toutes les autres. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout, voilà, c'est un petit peu le titre que j'ai donné à cette présentation, c'est-à-dire eau agricole et territoire, c'est-à-dire montrer comment l'eau agricole, entendue à la fois comme liquide, mais aussi comme ouvrage hydraulique, a structuré notre territoire méditerranéen et puis spécifiquement donc provençal, dont il sera l'objet ici. Et avec un sous-titre un peu rigolo, des moulins aux urbains, pour montrer un petit peu la large évolution qui a traversé l'ensemble de cette construction des canaux agricoles sur notre territoire. Donc, des petites photos qui permettent de visualiser. On en a vu ce matin, on a vu pas mal de filioles, mais c'est aussi, on le verra, les canaux agricoles sont des canaux qui sont quand même assez importants et à ce titre, c'est quelque chose qui est aussi visible, c'est-à-dire qu'on a l'eau invisible des filioles, mais il y a aussi des grands canaux qui, eux, sont très visibles. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va voir que l'eau agricole, enfin, ces canaux vont servir à différents usages qui sont à la fois agricoles, mais aussi urbains. Mais au départ, comme on l'a déjà un petit peu vu ce matin, c'était surtout des canaux qui servaient au moulin et à l'énergie hydroélectrique, comme on peut le voir justement dans la première diapositive, où on a effectivement l'ensemble de ces 3 usages. Et donc, juste
on voit leur apparition, alors, on a vu dans des Romains, mais c'est surtout donc avec le moulin hydraulique au Moyen-Âge qu'on va commencer à véritablement utiliser cette eau. Et en fait, l'irrigation n'était pas, je dirais, la volonté des premiers constructeurs de canaux. Ça va être surtout l'idée de permettre à cette énergie qu'on appellerait industrielle, usinière, de fonctionner à l'époque. Et donc, les agriculteurs, à l'époque, ne se servaient de ce qu'on appelait simplement le fuyant en tout temps. Et à l'amont donc ça c'était à l'aval des moulins, et à l'amont des moulins, c'était du samedi soleil couché au lundi soleil levant, puisque jour du Seigneur, les moulins étaient à l'arrêt. Et donc, la rupture d'une irrigation, je dirais, à plus grande échelle se fit lorsque les transformations économiques l'imposèrent. Et donc, principalement, donc après la Révolution française, où il y a eu la vente des biens nationaux. Et donc, cela va permettre effectivement le développement de nouveaux notables. Et en particulier, donc, on va voir à ce moment-là se développer l'agriculture en particulier. Et donc, à l'échelle nationale, l'État va… alors, je vais vous montrer une petite carte qui nous permettra de visualiser un petit peu l'ensemble de ces canaux. Alors, bon, je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas pouvoir. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est des canaux qui prennent tous sur le canal EDF, qui lui-même prend au canal de Serponçon. Et donc, le barrage de Serponçon, excusez-moi, a été créé dans les années, fin des années 50, début des années 60. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un accord avec le ministère de l'Agriculture pour que les agriculteurs puissent prendre de l'eau aussi dans ce canal, ce qui a permis effectivement donc d'aménager l'ensemble de ces canaux que vous voyez. Donc ça, c'est les plus importants: canal de Manosque, canal de la Brianne, canal du Sul-Luberon, canal de Marseille, canal de Craponne que vous connaissez, des Alpines, Saint-Julien, Carpentras, plus dans la région, canal de Provence, dont nous parlerons peut-être un peu plus tout à l'heure, etc. Donc l'histoire de cet ensemble, il est évidemment très complexe et je ne pourrais pas l'aborder aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces canaux ont permis, grâce à une loi datant de 1865, d'être gérés par un cadre juridique spécifique qui est donc celui des associations syndicales. Ces associations syndicales autorisées, les ASA, qui vont conférer le statut, l'État va leur conférer le statut d'établissement public, et ce qui va aussi leur permettre, ça c'est quelque chose d'assez important, de récupérer justement des financements sur les territoires qui sont traversés par ces canaux. Alors, comme vous le voyez sur la… On est à la carte toujours, oui. On a les canaux, mais on a aussi quelque chose en mauve, vous voyez peut-être pas en mauve, disons en grisé, on appelle ça le périmètre irrigué, c'est-à-dire qu'au-delà du canal, c'est l'ensemble des filioles, si vous voulez, qui traversent tout le territoire. Donc, vous voyez que c'est très quand même impacté. Et donc, à partir du moment où vous possédez théoriquement une maison sur ce territoire de périmètre irrigué, même si vous n'utilisez pas l'eau agricole, enfin l'eau des canals, eh bien, vous devez payer une redevance à l'ASAC en fonction du nombre d'hectares, enfin d'un savant coût que je ne développerai pas. Voilà. Donc, pendant si les premiers canaux ont été quand même construits, ça c'est important à dire, par des agriculteurs eux-mêmes, même si l'État participait un petit peu à ces financements. Et pendant toute la fin du 19e siècle, donc l'État va participer finalement de plus en plus au financement de ces canaux dans le sud-est. Donc, on a le plus vieux canal ici, c'est le canal Saint-Julien, qui date du XIIe siècle, et ensuite le canal de Craponne, qui date du XVIe siècle. Sinon, la plupart ont été créés fin du XIXe siècle. Alors, ensuite, donc, alors je vais passer le diapo parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Pardon. Voilà. Donc, ça, on en a parlé. Alors, si des choses importantes, c'est qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. En fait, on avait plusieurs techniques d'irrigation dehors des canaux. C'était les terrasses. On en a un petit peu parlé hier. Mais aussi les mines d'eau, hein, c'est-à-dire les galeries drainantes, dans lesquelles, en particulier dans les Alpes de Haute-Provence, où on pouvait récupérer les eaux avec les mines. Alors,
Donc, vous voyez, ces canaux, ils sont quand même assez visibles, hein, c'est les gros canaux. Et on parlera peut-être, tout à l'heure, Nicolas en parlera peut-être un petit peu, ou François plutôt, de la CED, la Commission exécutive de la Durance, qui a une incidence fondamentale pour la répartition de l'eau et qui a été créée en 1907. Alors, voilà les paysages qu'on peut avoir, parce qu'avec ce fameux canal EDF, là qu'on voit bien sur la vidéo, qui a permis ces formes donc d'agriculture qui n'étaient pas pensables précédemment. Donc, la création de ce barrage à Serponçon, c'est 200 mètres cubes qui va être donné donc à l'agriculture sur les 2 milliards. Et on a aujourd'hui 51 000 hectares de surface irriguée. Alors, vous voyez, c'est surtout… Alors, on a des irrigations à l'arrêt, comme vous pouvez la voir, avec l'irrigation gravitaire qui tend à disparaître de plus en plus au profit de l'irrigation par aspersion. Voilà. Et donc, je vais terminer là-dessus. Aujourd'hui, on est passé donc des moulins à l'usage agricole, à l'irrigation agricole. Et aujourd'hui, on est finalement plus sur des formes d'utilisation urbaine de l'eau agricole et des canaux. C'est-à-dire que cette eau, ce qu'on appellera de l'eau de l'utilisation urbaine, c'est-à-dire que ça va être des utilisations, Marie en parlera tout à l'heure, avec des formes de contrats qui vont être faits avec, par exemple, des collectivités locales pour avoir des usages urbains, d'arrosage des espaces verts publics, des golfs, éventuellement de piscine, c'est pas trop recommandé, mais bon, certains le font. Et particulièrement donc réceptacle des eaux de pluie et gestion des risques d'inondation. C'est entre autres la ville de Cavaillon qui a choisi avec le canal Saint-Julien de faire un accord précisément, par exemple, pour gérer les risques d'inondation. Mais aussi vont servir à des soutiens d'étiage des cours d'eau en période estivale, en particulier sur le Calavon et le canal Saint-Julien toujours. Et évidemment à la recharge de nappes phréatiques, mais ça peut-être tu en parleras un peu plus, toutes les aménités secondaires qui sont aussi secondaires aujourd'hui, mais qui sont très importantes. Et je terminerai là-dessus. On voit apparaître aussi aujourd'hui un nouvel enjeu, qui est celui des enjeux de biodiversité. Alors, vous voyez, là, c'est une publicité faite par un CPIE, Centre permanent d'information, initiation à l'environnement. Et donc, on redécouvre finalement le canal aujourd'hui aussi comme un milieu de vie et de passage. Et nous-mêmes, nous avons fait, quand je dis nous-mêmes, Marie, Jacques et moi-même, nous avons fait une recherche avec des biologistes qui ont montré aussi que ces canaux pouvaient être très importants dans l'essaimage des poissons, en particulier parce qu'ils servent de zone de refuge finalement, au lieu d'être des lieux qui fragmentent l'espace de la Durance. Au contraire, on a montré que c'était un linéaire qui était très important pour cette biodiversité. Voilà, bien. Donc, je passe tout de suite la parole, puisque c'est mis à part si vous voulez simplement une précision, sinon on passe tout de suite la parole à François Prévost, qui va donc prendre la suite sur la Durance. Ça marche? Oui, c'est bon. Bon, je vais essayer de gagner mon pari avec Chantal, qui est persuadée que je ne vais pas pouvoir respecter le temps qui m'est imparti. Hein, donc… Alors, je vais développer ce qu'on peut appeler les caractéristiques, ou ce qu'on appelle les caractéristiques de ce qu'on appelle pompeusement le système provençal de gestion de l'eau. C'est ce système provençal de gestion de l'eau dont on retrouve d'ailleurs un certain nombre de caractéristiques communes avec d'autres systèmes méditerranéens. Vous verrez tout à l'heure sur quoi il repose. Et c'est ce système ou ces valeurs, ces fondamentaux qui feront l'objet principal du musée qui est en projet à horizon 2025 et dont on a parlé dans ma présentation. Avant de passer à ça, je voudrais donner quelques chiffres. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais pour savoir de quoi on parle. Parce que si dans cette région provençale, on peut parler de gestion de l'eau, c'est d'abord parce qu'il y a de l'eau. Il y a d'autres régions méditerranéennes, et j'en connais un certain nombre, où la question de la gestion de l'eau est beaucoup plus drastique parce qu'ils n'ont pas la chance d'être adossés comme nous à un massif montagneux, et non des moindres, à savoir le massif alpin. Alors, ces chiffres, sur l'ensemble du bassin versant de la Durance et de ses affluents, bien sûr,
ainsi que des zones de la région qui dépendent des transferts d'eau du bassin de la Durance. Retenez qu'il tombe annuellement en moyenne de l'ordre de 13 milliards à 14 milliards de mètres cubes de précipitations. 13 à 14 milliards. Et ils s'en consomment, tous usages confondus, sur l'ensemble de ce bassin versant et des zones qui dépendent de ce bassin versant, de l'ordre de 3,5 milliards à 4 milliards, tous usages confondus. Ça veut dire qu'on a du mou. Ça ne veut pas dire qu'on peut gaspiller, mais on a du mou. Et c'est grâce à ce mou que cette région a pu se développer à la fois pour donner une des agricultures les plus dynamiques, mais aussi des bassins industriels très importants, des agglomérations, c'est de l'ordre de 4,5 millions, 5 millions de personnes qui dépendent de ça aujourd'hui. Bon, et c'est quand même bien grâce à ça qu'on peut le faire. Un mot sur l'évolution, parce que j'imagine que tout le monde a cette question en tête. Est-ce qu'on aura assez d'eau demain ? Cette réserve, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va évoluer ? On a travaillé, bon, il a été dit dans la présentation que je suis depuis 2 ans à la retraite. Avant, j'étais cadre à la Société du Canal de Provence et on a, il y a une dizaine d'années maintenant, un peu moins, réalisé un important travail de réflexion, de recherche prospective avec l'IRTEA, avec ce CEMAGREF, avec EDF, nous-mêmes et un certain nombre de partenaires locaux. De cette réflexion prospective qui cible comme horizon 2050. Les principales conclusions, c'est un travail important que vous pouvez trouver d'ailleurs dont vous pouvez trouver les résultats sur Internet. Ce programme s'appelle R2D2. À retenir qu'on va avoir une évolution des précipitations, certes, mais très inégale entre la haute Durance et la moyenne et la basse Durance. De l'ordre de 20% de précipitations en moins, ça vaut pour la basse Durance et la moyenne Durance. Ça ne vaut pas pour la haute Durance. Par contre, en haute Durance, qui est notre château d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une évolution du régime de ces précipitations. Et d'un régime glaciaux au niveau torrentiel, on va progressivement passer, et on y est déjà, à un régime niveau torrentiel et peut-être demain torrentiaux nival. Ce qui veut dire, ça se traduit très concrètement par probablement pas de baisse de précipitation au total, mais une gestion beaucoup plus compliquée des grandes réserves qui aujourd'hui régulent et nous permettent d'alimenter l'ensemble de la Basse-Provence. Parce qu'une grande réserve comme celle de Serre-Ponçon, près de 2 milliards de mètres cubes, les 4 réserves sur le Verdon, de l'ordre de 1,5 milliard, on ne les gère pas de la même manière si on a un débit d'étiage qui est soutenu par des glaciers en fonte, ou si on n'a que de la neige et encore de moins en moins de neige. Voilà. Donc là, il y a des potentiels conflits d'usage, notamment entre la production énergétique et les autres usages, agricoles, industriels, urbains, mais aussi, et j'allais dire surtout, entre les usages touristiques, le maintien d'une cote suffisante pour le développement de ces activités touristiques, notamment à Serre-Ponçon. Il faut savoir que la moitié du PIB touristique des Hautes-Alpes dépend des activités nautiques et annexes des rives de Serre-Ponçon. Donc, on aura probablement suffisamment de réserves, mais avec une gestion des réserves, gestion de ces grandes réserves beaucoup plus compliquée. Alors maintenant, ce système provençal que Chantal a décrit dans son histoire longue, hein, on a compris que c'était un processus continu à la fois de stockage, de transfert éventuellement, mais aussi, enfin de transport et éventuellement de transfert du bassin versant vers d'autres bassins non desservis. Il faut savoir que bon, la géographie de la Provence est telle que il y a des zones entières, notamment au sud des plis pyrénéo-provençaux, qui ne sont pas irriguées par des rivières ou des affluents de la Durance. Et donc, depuis des temps très anciens, en fait, les Provençaux ont été amenés à amener cette eau là où on en avait besoin. Parce que si on a de l'eau, en fait, sa répartition aujourd'hui, elle est très inégale dans le temps et dans l'espace. En gros, elle tombe là où on en a le moins besoin, le massif alpin, parce qu'il y a très peu de monde, 300 000 habitants entre les 2 départements alpins, et on en a besoin sur la côte et en Basse-Provence. Et elle tombe surtout de manière inégale dans le temps, hein, un régime méditerranéen oblige. Donc, on a cette longue histoire d'aménagement de la Provence à partir d'un certain nombre de réalisations, dont les grands aménagements hydroélectriques
des années 50 ne sont que le dernier maillon. Et si on regarde sur le temps long, quelles sont les trois valeurs sur lesquelles en fait cette organisation, cette société hydraulique s'est construite? 3 mots-clés: le collectif, le partage et la solidarité. Le collectif, dans la forme la plus aboutie dans notre région, est ces associations d'irrigants, associations syndicales autorisées, hein, réglées par la loi de 1865, mais qui consacre le caractère effectivement collectif avec des contraintes fortes, puisque si vous êtes dans le périmètre, vous devez payer. Si vous êtes dans le périmètre, vous avez des droits d'eau, mais en échange, vous devez des journées qu'on appelle des rôles, hein, de corvée pour entretenir la tête morte du canal, etc., etc. Donc ce caractère collectif très important qui a montré sa robustesse, son efficience. Ce n'est pas sans conflit, notamment du fait de l'évolution des usages de ces canaux, hein, mais c'est quand même là-dessus que repose le système des ASA. Sachez qu'en région PACA, il y a de l'ordre de 600 ASA qui ont été constitués. Il y en a de très nombreuses aujourd'hui qui n'existent plus que sur le papier, mais il y a encore toutes ces grandes ASA, hein, qui gèrent des gros périmètres, et puis de très nombreuses ASA dans les zones de montagne qui aujourd'hui contribuent non seulement à maintenir une agriculture, bon, parfois un peu cabossée, mais quand même, si elle n'existait pas, il n'y aurait plus d'agriculture, et surtout qui joue un rôle environnemental et de protection contre les crues, collecte des eaux pluviales très important. Donc, 1, le collectif. 2, le partage. On peut être collectif sans partager, ou avec une appropriation à un groupe, à un territoire, ou voire à quelques individus. Ce n'est pas le cas en Provence, et notamment, je prendrai un exemple révélateur, qui est la constitution en 1907 de la commission exécutive de la Durance. Bon, on se foutait sur la gueule en Provence pour l'eau, hein, pendant très très longtemps. À la fin du 18e, entre les Vauclusiens et les gens des Bouches-du-Rhône, on se piquait l'eau, mais s'il fallait, on allait au-delà. L'État est intervenu à imposer la mise en place de cette commission exécutive de la Durance, qui est une commission paritaire, et qui aujourd'hui, dont la vocation est de répartir la pénurie, de gérer cette pénurie quand on n'a pas suffisamment de ressources en Durance. La CED gère ce qu'on appelle un volume, hein, qui est destiné au soutien aux irrigations agricoles de 200 millions de mètres cubes sur Serre-Ponçon. On la mobilise que pendant les mois d'été. Ceci étant, c'est parfois pas suffisant. C'est le rôle de la CED de gérer cette pénurie, de répartir en fonction des besoins des différents canaux et de restreindre, comme ça a lieu très régulièrement, de 5%, de 10%, voire de 30%, si nécessaire, ce qui est alloué à chacun des canaux. Donc, c'est vraiment une instance paritaire de partage. Et ce qui est assez étonnant, remarquable, c'est que créée avant les grands aménagements hydroélectriques, cette commission exécutive de la Durance, je rappelle 1907, les aménagements dans les années 50, elle existe toujours et elle joue son rôle de répartition. C'est tout ça qui a permis de constituer une culture de l'eau en Provence et qui est probablement notre principale richesse avec la ressource et les aménagements. Et le dernier pilier ou la dernière valeur, c'est 2 minutes, c'est bon, j'aurais fini, je vais gagner mon pari. C'est la solidarité. En fait, de solidarité, je devrais dire les solidarités. Il y a 2 faits, des solidarités, évidemment, solidarité gravitationnelle, je dirais, du fait, ou gravitaire plutôt, entre l'amont et l'aval, hein. Mais il y a aussi des formes de retour de solidarité. Je prends un exemple que j'ai eu à monter dans mon ancien métier. La Société du Canal de Provence a signé un accord de partenariat, une convention de partenariat avec les territoires du Haut-Verdon. Il faut savoir que la ressource principale de la SCP, c'est le Verdon, hein, qui finance un certain nombre d'actions de préservation de la qualité de l'eau dans les communes du Haut-Verdon par un retour financier de solidarité. Ça, tout le monde en parle, le retour de solidarité. Aujourd'hui, très peu de grands périmètres l'ont mis en place, hein. Donc, il y a 2 faits, une solidarité aval-amont et retour, enfin amont-aval et retour aval-amont. Mais il y a une solidarité aussi entre les usages et entre les territoires, hein. C'est bien parce que aujourd'hui, les urbains et les industriels payent plus cher l'euro que l'agriculture peut la payer moins cher.
Et il y a enfin une solidarité intergénérationnelle, parce que ce sont les usagers d'aujourd'hui qui payent pour les investissements qui ont été faits hier. J'ai gagné? Merci beaucoup. Bon, on va même finir peut-être en avance. Non, pas du tout. Non, c'est très bien. Non, 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 c'était très bien. C'était parfait parce que les questions, tu auras, seront te solliciter à nouveau. Bien, maintenant, nous allons terminer sur les pratiques contemporaines des agriculteurs et puis on verra aussi des urbains. Très bien, merci. Alors donc, je vais intervenir sur quelque chose de peu plus technique et pour le coup, aller dans le vif du sujet. Pour nous paysans, donc la ressource hydrique, c'est quelque chose de très important puisque effectivement, pour que ça pousse, il faut de l'eau. Donc on est amené en plus de ça on est aux premières loges en fait des changements climatiques et du changement climatique qui s'impose à nous. Et que même si on est sur des stratégies dans nos systèmes de production qu'on cherche à diversifier ou qu'on cherche en tout cas à adapter, il n'en est pas moins que la ressource hydrique, on en a besoin, il nous la faut, et que même quand on va chercher à l'économiser ou en tout cas à faire en sorte de l'utiliser vraiment à bon escient, il n'en est pas moins qu'on est tributaire de ce volume, de ces volumes d'eau, encore une fois, pour produire notre alimentation. Alors, je vais aller dans quelque chose de très précis sur la façon dont je gère l'irrigation sur ma ferme, sur la façon dont les collègues sur le bassin des Sorgues, là, qui sont pour la plupart maraîchers et arboriculteurs, gèrent cette irrigation, et pour laisser du temps en fait aux échanges par rapport à tout ce qui a été déjà évoqué et sur lequel vous pourrez réagir. Alors donc moi je suis sur une surface d'1,5 hectare. J'ai implanté un verger maraîcher, c'est-à-dire que c'est un système agroforestier. Le point de l'intuition au départ était de miser sur la complémentarité entre l'arbre et les cultures maraîchères pour répondre à 2 critères. Un premier critère, c'est de l'abri climatique, c'est-à-dire que m'appuyer sur l'arbre comme abri climatique par rapport on est une région où il y a plus de 100 jours de Mistral par an et un soleil qui est très généreux, voire trop généreux l'été. Et pour certaines cultures maraîchères, ça sera d'un grand intérêt de pouvoir bénéficier de cette ombre. Pas pour toutes. Aujourd'hui, on a des chercheurs qui sont partis de nos épaules et qui nous aident en tout cas à identifier et à bien modéliser nos cultures. Et donc, abri climatique et aussi avec l'idée d'être le plus économe que possible. Dans les CIVAM, on attache beaucoup d'importance à développer des systèmes de production qui soient économes et autonomes. Alors attention, on prend beaucoup de précautions aussi quand on présente nos systèmes. C'est que si je fais référence à l'élevage dans le Grand Ouest, les CIVAM Grand Ouest ont développé les systèmes herbagés de production laitière, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé des systèmes d'élevage qui sont autonomes, et qui ne dépendent pas en fait d'intrants ou d'intrants sur la ferme autres que les pâtures. Alors, je reviens sur cette idée d'économie ressources hydriques sur ma ferme. Donc, l'idée était déjà d'implanter un système diversifié, de dire je vais mettre, en associant l'arbre avec les cultures, mettre un maximum de chances de mon côté pour pouvoir être le plus économe que possible. Et ensuite, pour développer en fait mes cultures maraîchères, je vais m'appuyer sur des techniques d'irrigation qu'on appelle micro-irrigation ou irrigation de précision. Alors, le goutte à goutte, ça consiste en fait à… Alors, je dois dire au préalable que je pompe dans la nappe phréatique. Je n'ai pas dit où était située la ferme. En fait, elle est au pied de la colline de Touzon, à Le Thor. Donc, on est vraiment dans le bassin des Sorgues. Et je suis très gâté en ressources hydriques. J'ai des nappes fluviales à 3,80. Je trouve de la ressource. Et même s'il n'y a pas forcément tout le temps du débit, l'eau est vraiment très présente. J'ai un sol qui est limono-argileux, donc un sol qui va être très drainant, mais qui peut, souvent on dit avec les collègues paysans, il peut avoir cette fonction d'éponge, c'est-à-dire que dès qu'on gratte un peu, nous, ça pousse. Et en fait, c'est parce qu'on a cette humidité qui remonte. Donc, d'où du fait de la présence en fait de l'eau très proche, en tout cas en sous-sol.
Et donc, je reviens sur la technique d'irrigation. Donc, le goutte à goutte, en gros, je pompe mon eau et à basse pression, je peux amener au pied de la plante, en fait, et par petite quantité, cette eau. Et je peux aussi, moi, par rapport à la texture de mon sol, m'appuyer sur cette stratégie qui consiste à, par capillarité, avec cet arrosage-là progressif, pouvoir arroser l'interrang. Donc ça, la ferme a été créée sur ces techniques-là. Ensuite, j'utilise aussi la micro-aspersion sous tunnel, où là, en fait, pareil, donc toujours sur de la basse pression, donc avec un moteur pompe qui pompe de l'eau et qui va permettre une irrigation par aspersion, par micro-aspersion des cultures sous tunnel et aussi en plein champ. Ce que j'observe et ce qu'on observe avec les collègues depuis quelques années, là, c'est que les phénomènes de canicule, ces phénomènes de sécheresse intense et de forte chaleur intense sur la période estivale, nous amènent à remettre en cause un peu ces stratégies d'irrigation. C'est-à-dire qu'on a un souci d'économie, mais on voit bien qu'à un moment donné, quand on a un été qui est très sec, un sol qui en surface va être très séchant, eh bien, je reviens à implanter, en plus du goutte à goutte, de l'aspersion pour humidifier. Et encore une fois, ce n'est pas par j'allais dire, logique de marché ou de dire, tiens, on va pousser les rendements. C'est que on voit bien qu'il y a un impact, ces phénomènes climatiques ont un impact sur nos cultures. Je prends l'exemple de la culture de poireaux. Je vous fais l'itinéraire très vite. Il y a eu mes amendements. J'ai fait attention à apporter de la matière organique dans mon sol, donc pour qu'il puisse bien conserver la teneur en eau, la réserve et tout ça. J'ouvre un sillon, j'implante mon goutte à goutte, je repique mes poireaux et ensuite je vais faire une butte, déplacer le goutte à goutte en haut de la butte. Et en fait, dans des conditions climatiques où on peut bénéficier de quelques pluies au printemps, notamment aussi au mois d'août, je vais pouvoir conduire ma culture et le système par capillarité va jouer son rôle. En période de forte canicule et très séchante, ça ne marche plus. Je vois bien que l'interrang, en fait, on va sonder, on voit que les racines arrivent, mais il n'y a pas d'eau. Donc, pas d'eau, ça veut dire pas de minéralisation. Et donc, la plante ne va pas pouvoir profiter de tout ce le sol peut lui apporter. Partant, ça veut dire qu'il faut revenir à l'aspersion. Donc, ce n'est pas par confort, c'est lié, encore une fois, au fait que les conditions climatiques nous amènent à réajuster et à adapter en fait, nos techniques d'irrigation. Sur 3 ans, je consomme pour 9000 m² de maraîchage avec une majorité de plein champ et à peu près 1000 m² d'arbres, l'équivalent de 16 000 m3. 16 000 m3 d'eau. Donc, je dis bien sur 3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait une moyenne, c'est à peu près 6 000 m3 par an qui sont pompés dans la nappe phréatique, et, enfin, en tout cas en sous-sol. Et là, encore une fois, je suis en tant que paysan adhérent à l'OUGC. Donc, c'est un organisme unique de gestion des eaux et qui, en fait, nous demande de déclarer les volumes qu'on a puisés, qu'on a utilisés avec des systèmes de compteurs sur nos pompes, et qui permettra en tout cas d'avoir une vision de ce que représente le volume de consommation donc, pour l'agriculture, et certainement à un moment donné de devoir arbitrer et de pouvoir arbitrer entre, alors je fais peut-être un raccourci, mais est-ce qu'un jour on arbitrera entre le choix remplir les piscines ou avoir de l'eau pour l'irrigation agricole? Je vais peut-être un peu loin, peut-être que je caricature un peu, mais c'est peut-être de cet ordre-là. Et même si parfois certains collègues sont un peu réticents pour ces déclarations-là, on travaille notamment en collectif à inciter, à dire voilà, le compteur sur la pompe, t'inquiète pas, c'est pas que pour prélever une taxe, c'est aussi parce que ça aura un intérêt de pouvoir bien visualiser et bien défendre à un moment donné les volumes qui sont dédiés pour la production alimentaire, avec tout ce qu'on peut y associer en termes de stratégie, de formation et tout ça, mais pas que pour non plus un intérêt pécuniaire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense avoir été assez précis sur ces techniques-là et puis redonner la parole. Merci beaucoup. On va changer de PowerPoint. Alors, peut-être pour les questions aussi, signaler que tout à l'heure, si
Si Daniel est toujours d'accord pour les questions, on fera par 2-3 questions, des petits blocs, et puis pour que tout le monde puisse avoir son moment de questionnement possible. Donc, Marie Jacquet. Merci. Donc, je vais aborder les aspects un petit peu présents des usages et des partages de l'eau agricole, de l'eau des canaux, à partir de plusieurs recherches que nous menons avec Chantal depuis de nombreuses années maintenant, à la fois sur l'adaptation des pratiques agricoles aux effets du changement climatique, mais aussi sur la gestion de l'eau agricole. Alors, comme vient de le dire Nicolas, ça tombe bien au niveau de la passation de parole. Effectivement, la première chose qu'on observe aujourd'hui, c'est une reconfiguration des usages de l'eau agricole pour l'agriculture, pour le coup, avec des agriculteurs qui intègrent de plus en plus dans leurs pratiques. Ça fait des effets que je n'avais pas prévus, qui intègrent dans leur pratique les effets du changement climatique. Et donc, nous avons des travaux en cours qui nous permettent, à partir d'entretiens réalisés en région PACA, d'observer effectivement comment les pratiques agricoles aujourd'hui sont de plus en plus orientées vers des enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la lecture de ce tableau, mais la première chose qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, la question de l'irrigation est assez centrale, puisque sur les 39 agriculteurs dans nos entretiens qui ont déclaré changer leurs pratiques pour s'adapter, 30 ont déclaré avoir un usage différent de l'irrigation avec cette finalité-là. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme essentiel. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a aussi des degrés d'adaptation qui vont des formes, je dirais, d'adaptation légère, donc notamment par des méthodes d'irrigation, mettre un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, mais en revanche, on peut aussi avoir des changements beaucoup plus radicaux dans la structure même de l'exploitation agricole, avec des adaptations en termes de culture, en termes de choix de culture qui vont de techniques culturelles qui vont effectivement permettre d'utiliser moins d'eau ou d'utiliser différemment l'irrigation aussi. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez centraux aujourd'hui dans les pratiques d'adaptation. Et puis, ce qui peuvent aller jusqu'à des conversions totales de l'exploitation qui sont quand même plus rares dans nos entretiens, mais qui sont présentes. Donc, il y a, je dirais, un engagement vraiment important des agriculteurs aujourd'hui sur ces enjeux-là. Le deuxième résultat de ces enquêtes, qui est important aussi, c'est qu'effectivement, ce dont on se rend compte, au départ, on avait un peu une hypothèse qui portait sur le type de culture. Et en fait, le type de culture joue relativement peu dans les pratiques d'adaptation. C'est davantage l'âge et le niveau d'études des agriculteurs qui va être central, mais aussi les réseaux, et donc ce qui a été évoqué par Nicolas en témoigne, c'est-à-dire la capacité aussi des agriculteurs de s'organiser entre eux et de porter à travers des réseaux du monde agricole des logiques d'adaptation. Donc, de nouveaux usages de l'eau agricole pour les agriculteurs, avec d'un côté des pratiques qui favorisent une économie de la ressource et de l'autre, au contraire, de nouveaux besoins en eau agricole et qui sont de deux ordres. Bien sûr, le développement, la juxtaposition de plusieurs types d'irrigation, mais aussi l'étalement de l'irrigation en termes territoriaux, puisqu'il y a aussi des projets, alors ça on l'a vu dans le Var en particulier, portés par la SCP, des projets d'irrigation, notamment de la vigne, qui vont venir ajouter, je dirais, un poids sur la ressource. Donc aujourd'hui, un élargissement des territoires et des types de cultures irriguées qui constituent, je dirais, un enjeu aujourd'hui en termes de réflexion sur le partage de la ressource au sein du monde agricole. Alors, cette évolution au sein du monde agricole doit aussi être mise en perspective avec ce dont on a aussi commencé à parler, c'est-à-dire les autres usages de l'eau agricole aujourd'hui, qui sont des usages urbains et effectivement, comme l'a évoqué Chantal tout à l'heure, des usages multiples au niveau urbain. D'abord, des usages de l'eau, puisque au sein, ces canaux maintenant traversent des zones qui sont des zones de plus en plus urbanisées, qui sont des zones qui connaissent des aménagements urbains tels des parcs publics, des piscines municipales, etc., et qui vont qui vont être des lieux où on va avoir
ou qui sont sur les périmètres des canaux, pardon, et qui peuvent donner lieu à des services. Alors, les ASA dont il a été évoqué se sont adaptés depuis de nombreuses années à ces nouveaux usages urbains de façon à amener l'eau sur des terrains qui dépendent de leur périmètre, mais qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles. Donc, c'est par exemple ce qu'on a évoqué, le remplissage des piscines, etc. Mais c'est aussi de plus en plus des attentes de la part des collectivités locales en matière d'usage de l'eau des canaux pour des fonctions d'arrosage de parcs publics, de remplissage de piscines, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est essentielle dans les transformations de ces espaces périurbains et urbains, ce sont la gestion des inondations dont on a aussi parlé, qui est un problème majeur aujourd'hui sur un certain nombre d'anciennes zones agricoles qui ont été imperméabilisées ou aménagées et surtout qui, dans ce processus d'aménagement, ont bouché un certain nombre de filioles qui aujourd'hui se retrouvent par le fait que l'eau suit sa route et finalement ne trouve plus le chemin de la filiole et s'étale dans des zones où on voit de plus en plus de problèmes d'inondation. Donc, il y a plusieurs collectivités locales, je reparlerai de la forme contractuelle que ça prend, mais qui se sont associées avec les ASA pour trouver des solutions d'entretien et apporter des financements à l'entretien des filioles, voire à la réouverture dans certains cas de zones anciennement bouchées pour permettre cette gestion communale des inondations et de la circulation des eaux pluviales. Le dernier point qui est important en termes de ce qu'on appelle les services environnementaux rendus par ces canaux, c'est la question de la gestion des nappes phréatiques et surtout de l'approvisionnement des nappes phréatiques par les eaux d'irrigation. Et là, les changements de technique d'irrigation posent un certain nombre de problèmes par rapport à ce service-là, puisque de passer du gravitaire à la micro-aspersion, enfin au micro-goutte, pardon, au goutte-à-goutte ou à l'aspersion tout court, pardon, pose un certain nombre de problèmes, puisque c'est aussi beaucoup par les eaux gravitaires d'irrigation que ces nappes se rechargent. Et donc, là encore, il y a aujourd'hui des démarches qui visent à soutenir sur certaines zones particulièrement emblématiques. Alors, sur la zone d'Urance, celle qui est la plus connue, c'est la zone de la nappe phréatique de la Crau, qui est rechargée à 80% par les eaux d'irrigation du foin de Crau. Donc, on a des enjeux à la fois écologiques, mais aussi de ressources en eau. C'est-à-dire que si on arrête le gravitaire, à un moment donné, la recharge des nappes, alors sur la Crau, mais partout en Provence, va se poser comme étant un problème majeur. Alors, dernière pratique urbaine sur laquelle on a travaillé, qui sont aujourd'hui le fait que ces canaux sont support à des pratiques de loisirs et de nature. Et donc, ça, c'est un phénomène qu'on a vu depuis une quinzaine d'années se développer de façon exponentielle. C'est-à-dire que comme ces canaux traversent des zones urbaines, ils constituent dans bien des endroits, Manosque, Carpentras, Cavaillon, des zones de promenade et des zones d'expression de loisirs. Alors, c'est un enjeu qui apparaît de plus en plus central aussi pour les gestionnaires, notamment pour les ASA de ces canaux, puisque l'accès aux berges du canal est théoriquement interdit. C'est un espace qui est géré par l'ASA et pour des fins agricoles. Et donc, on a le développement de ces pratiques. Donc là encore, on a mené une recherche il y a 5-6 ans sur la fréquentation. On a fait des comptages, des observations et on a analysé les types de pratiques. Et donc, on a un ensemble de pratiques qui vont de la promenade à l'équitation, en passant par le vélo, voire la natation ou la pratique de sport type canoë-kayak sur certaines zones, notamment de Craponne, là en l'occurrence, où il y a un petit peu de débit intéressant. Donc, on a un certain nombre de résultats qui mettent en avant un autre élément problématique dans la gestion de ces canaux d'irrigation, qui est à la fois la responsabilité que les ASA ont vis-à-vis de ces pratiques, que si jamais il y a un accident, c'est elles qui sont responsables théoriquement, et puis surtout qui est comment intégrer ces nouveaux usages des canaux qui sont en développement dans des formes collectives de gestion telles qu'elles sont actuellement. Autre point important, c'est que l'ensemble de ces pratiques urbaines, qu'elles soient en termes d'usage de l'eau sur l'arrosage de jardins privés ou le remplissage de piscines, comme sur les pratiques de loisirs, se caractérisent, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans nos entretiens, parce qu'on a appelé une amnésie culturelle de ces nouveaux usagers, c'est-à-dire qu'il y a la question justement du modèle provençal de gestion de l'eau ou de la culture de l'eau en Méditerranée, quelque chose d'assez,
d'absents en fait des entretiens, et donc il y a souvent une incompréhension de l'interdiction d'accès ou d'engins qui se promènent pour entretenir les canaux, etc., etc. Donc, pour conclure sur la période actuelle, je vais revenir sur des outils de gestion qui ont été mis en place par l'Agence de l'eau à la fin des années 2000, qui s'appellent les contrats de canaux, donc qui, sur un modèle assez classique des outils de gestion de l'eau de l'agence, qui sont les contrats de rivière, visaient justement à essayer d'intégrer toutes ces transformations observées dans les usages de l'eau agricole, mais aussi les pratiques de fréquentation des canaux dans une gestion en tout cas, intégrer ces usages dans la gestion collective des ASA. Et donc, les contrats de canaux fonctionnent sur un principe qui est d'abord de faire un audit et une compréhension de tous ces enjeux autour d'un canal et de son périmètre. Et donc, la première chose importante sur ces contrats a été d'apporter vraiment une mise à jour, je dirais, à la fois tous les services environnementaux, mais aussi de tous les nouveaux usages, et d'apporter aussi une reconnaissance institutionnelle de ces usages permettant de les intégrer dans la gestion. Ça a été aussi un moment important puisque c'est un renouvellement des formes de financement des ASA qui vont de plus en plus être financées par des instituts liés à l'environnement, dont l'Agence de l'eau, et dont le financement lié à l'agriculture a tendance aussi à reculer. Et donc, c'est une réorganisation du financement de ces structures collectives de gestion de l'eau à travers les services, notamment environnementaux, entre autres, qu'elles rendent, mais tout en cherchant, et c'est ce qui a été un élément, à mon avis, essentiel dans la pérennisation de ces systèmes de contrats de canaux, tout en maintenant quand même la place de l'agriculture comme quelque chose de central dans la gestion des ASA. Cependant, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui. Ça a été évoqué. Certes, en endurance, les ASA restent des structures importantes numériquement et en termes de périmètre, mais il y a un certain nombre de petites ASA dans lesquelles les agriculteurs deviennent minoritaires en fait par rapport à la gestion du réseau gravitaire du réseau gravitaire. Et donc, il y a, ces contrats de canaux ont aussi cherché à amener de nouvelles formes d'organisation de la gestion quand c'était possible en gardant l'ASA, mais quand ça n'était pas possible, on a vu apparaître de nouvelles formes de gestion des canaux. Alors, ces 4 grandes catégories qui sont aujourd'hui, en tout cas 4 grands acteurs qui sont aujourd'hui, je dirais, essentiels dans la prise en charge de la gestion des canaux. Alors, 5 exactement, les ASA, 4, on va dire, les ASA qui, donc, à travers ces démarches de contrats de canaux, ont été aussi incités à se regrouper. Donc, on a vu à travers ces dispositifs institutionnels des regroupements avec des mutualisations en termes d'entretien et de gestion du linéaire gravitaire. Des formats qui sont des formats orientés vers les syndicats mixtes, c'est-à-dire comment on va essayer de construire un ensemble une structure collective, mais qui ne sera pas sous la forme de l'ASA, mais du syndicat mixte intégrant les collectivités, les agriculteurs, les différents acteurs. Et puis, 2 acteurs qui sont aujourd'hui importants par rapport à la gestion de ces canaux, les collectivités locales, qui sont à la fois, qui apportent surtout pour l'instant un soutien financier. C'est très rare qu'elles prennent en charge entièrement la gestion du linéaire gravitaire, mais qui sont souvent de plus en plus présentes dans la construction des contrats de canaux. Il faut que j'arrête. Et des contrats de canaux et voilà. Par exemple, là, plusieurs contrats de canaux viennent d'être renouvelés depuis 2021-22 jusqu'à 2027. Donc, on arrive dans un renouvellement de ces formes de gestion, donc qui montre aussi l'importance en tout cas, comment ces contrats ont aussi permis aux ASA de garder la main sur un certain nombre de prérogatives. Et ce qu'on observe sur cette 12e mouture, c'est l'intégration beaucoup plus importante des collectivités locales dans le financement des travaux, dans le financement de l'entretien, notamment pour les eaux pluviales, etc., etc. Donc, tout ça est de plus en plus contractualisé. Et dernier acteur, ce sont les parcs naturels régionaux qui aussi jouent aujourd'hui un rôle et sont complètement intégrés aussi dans les contrats de canaux, ce qui est le cas, par exemple, du parc naturel du Luberon pour le canal Saint-Julien. Voilà, je vais m'arrêter puisque…
Alors, on a autre que tenu, parce qu'on termine 5 minutes avant. Hein, tu voulais accélérer, mais non, 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 non. Donc maintenant, à vous. Alors, ce que demande la table ronde, c'est que je prends trois ou quatre questions que vous notez peut-être, parce que moi, je ne vais pas avoir à m'en souvenir, et que ils choisiront de... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ben oui, mais je ne les vois pas, moi. Hein, d'accord. Donc, de grouper 3 ou 4 questions auxquelles l'ensemble de la table ronde choisira de répondre d'une façon ou d'une autre. Donc, des questions? Oui, non, mais je passe déjà parce que... On va attendre que... Oui, 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 oui. Au revoir. Pas de problème. Pas de problème. Non, mais il y avait déjà une question avant ici. Bonjour. Est-ce que le développement renforcé, encouragé des jardins partagés, accessibles en vélo, ne serait pas un moyen habile de restaurer des contacts, enfin une sensibilisation des urbains ou disons des villageois urbains à la problématique de l'agriculture, de l'adaptation, etc., de la compétition des eaux. Voilà. Moi, dans un village, on a un jardin qui marche bien, qui est récent, 1 an et demi, avec l'eau du canal de Provence, donc pas trop cher, donc 5-6 fois moins cher ou 7 fois moins cher que l'eau domestique. Voilà, je pense que c'est un bon outil. Non, non. J'ai entendu qu'on doit s'attendre à une baisse de 20% des précipitations en basse Durance. Est-ce qu'on identifie des moyens d'enrayer cette baisse? Voilà. Oui, bonjour. Monsieur auteur a donné des chiffres de consommation d'eau avec le système d'aspersion et de goutte à goutte surtout. Est-ce que vous aviez les chiffres avant de mettre en place ce système pour voir le montant de l'économie que vous réalisez? J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de problème de volume d'eau. Et donc, c'est plutôt un problème de stockage de l'eau pour la répartir plus l'été que l'hiver. On va peut-être commencer à répondre. Non, peut-être tu vas répondre tout de suite sur les questions de... non, d'économie de... Oui, alors sur la question d'économie, oui, sur des références, en fait, alors on va dire que ces techniques-là, elles permettent, on est à 1/3, c'est-à-dire que la consommation sur la même surface est multipliée par 3 quand on n'utilise pas ces techniques, donc elle permet cette économie-là.
Maintenant, c'est encore une fois à relativiser, à bien placer dans le contexte. C'est que des fois, ça ne suffit pas. C'est ce que j'ai insisté, en tout cas, j'ai essayé d'insister sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'ambition et la volonté d'être le plus économe que possible. Il n'empêche qu'à un moment donné, l'agronomie, tout ça, ces règles-là, on ne peut pas les tordre, et que la ressource hydrique est nécessaire. Donc après, il ne faut pas oublier aussi l'impact du goutte à goutte, ça veut dire du pétrole, parce que ces gaines-là, elles sont fabriquées avec du pétrole, et que toute l'infrastructure de gestion d'irrigation, en tout cas même en micro-aspersion et tout ça, font peut-être d'un côté de l'économie d'eau, mais par contre un impact énergétique qui n'est pas considérable dans la fabrication de l'infrastructure. Donc, c'est là où, en fait, nous, aujourd'hui, quand on réfléchit au sein des CIVAM en termes d'agriculture durable, et pour conclure sur cette question-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'entrée que de l'eau, ou que tout ça est assez complexe. Et du coup, nous, on a intérêt d'être bien vigilants et d'avoir un éclairage très pertinent sur ça. Parce que des fois, l'infrastructure peut avoir aussi un impact. Mais je vais peut-être laisser compléter. Alors, moi, je voulais dire par rapport à l'économie d'eau, c'est quelque chose qui me dérange toujours un petit peu ce terme-là, parce que, en fait, économie d'un côté, ça veut dire que c'est pour certains et pas forcément pour d'autres. Tout à l'heure, on a parlé des recharges de nappes. Donc, l'économie d'eau, par exemple, à un moment donné, on voulait arrêter, c'était l'agence de l'eau qui avait un programme pour remplacer les canaux en terre qui étaient en terre, les remplacer par soit du busage, soit éventuellement en béton, etc., pour ne pas perdre de l'eau à ce moment-là. Mais le fait est que ces canaux en terre, ils permettent effectivement aussi à l'eau de s'infiltrer ailleurs, de créer des paysages, de créer de la biodiversité, mais aussi donc, des recharges de nappes, etc. Donc, toujours le truc de l'économie d'eau, c'est une question qu'il faut vraiment voir là aussi, par rapport à qui, par rapport à quoi. Et après, c'est toujours pareil, c'est des choix, on va dire, politiques, au sens très large et très noble du terme, c'est-à-dire globaux, et qu'est-ce qu'on veut privilégier en connaissance de cause. Voilà. L'arrosage gravitaire, en fait, 20% de l'eau arrive à la plante. Les 80 autres %, en fait, sont ceux qui vont justement contribuer aux nappes, en fait. Je complète du coup? Oui. Sur le banc. Alors, je vais mettre ma petite touche aussi sur les économies d'eau. Merci Chantal d'avoir fait cette précision. Il y a derrière ça toujours des choix, et notamment des choix politiques. Après, il faut quand même avoir conscience, au-delà de ce qui a été présenté par Marie et du rôle de la recharge des nappes, des irrigations gravitaires, un chiffre, irriguer un hectare de foin de crau, aujourd'hui, c'est 20 000 m3 par hectare et par an. Bon. Alors, effectivement, il n'y en a que 20% qui servent utilement à la production de foin de crau, mais tout le reste, ça permet à l'ensemble des communes des Alpilles d'avoir de l'eau potable. Donc, qu'est-ce qu'on fait le jour où il n'y a plus d'irrigation gravitaire? Et on ne fera pas du foin de crau avec du goutte à goutte. D'accord? Ce n'est pas possible. C'est simplement complètement con. Alors, sur comment enrayer les précipitations, on a essayé la danse du ventre, ça n'a pas été très efficace. Par contre, on sait quand même où est-ce qu'on a, et je reviendrai sur la question sur le stockage. On sait comment aujourd'hui gagner un certain nombre de volumes sans rien changer aux pratiques agricoles et aux pratiques d'irrigation. Les canaux gravitaires sont tous conçus à peu près de la même manière, à savoir que pour amener l'eau selon le tour d'eau de manière régulière et pour que les gens en bénéficient, il y a forcément une quantité d'eau avec 3 guillemets inutile qui porte l'eau utile. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un canal gravitaire, il y a un exutoire. On sait aujourd'hui comment réduire drastiquement la quantité d'eau qui va jusqu'à l'exutoire. C'est en mettant en place un certain nombre d'ouvrages de régulation. Et on a calculé, nous, que sur les grands canaux, sur l'ensemble des grands canaux de Basse-Provence, avec de l'ordre de 30 millions d'euros d'investissement, et donc qui nous permettrait de réaliser ces ouvrages, je vous rassure tout de suite, c'est déjà en cours. Il y a déjà le canal Saint-Julien l'a fait, le canal de Carpentras l'a fait, mais c'est un processus long parce qu'on ne trouve pas 30 millions d'euros d'investissement sous le sabot d'un cheval. On arrive à gagner potentiellement 300 millions de mètres cubes. 300 millions de mètres cubes, c'est plus que la réserve agricole de Serre-Ponçon.
Pour vous donner un ordre de grandeur, encore, l'ensemble des usages desservis par le canal de Provence, chaque année, c'est 250 millions de mètres cubes. Bon, donc, il y a un enjeu à peu près équivalent, simplement mettez en place des dispositifs de régulation. Quant à la question du stockage, tout ce que j'ai dit sur le MOU, je devrais dire que c'est plutôt de chance qu'on a d'être adossé au massif alpin. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est open bar. On ne doit pas faire n'importe quoi. Et donc, on doit chercher effectivement à avoir une consommation aussi sobre que possible. Mais la question principale aujourd'hui qui se pose, c'est effectivement la question du stockage de ces eaux qui tombent essentiellement. Alors, il y a aujourd'hui des évolutions du fait des changements climatiques, hein, mais qui tombent en gros au printemps et en automne, régime méditerranéen, avec un soutien d'étiage qui est de plus en plus faible en été et une transformation des régimes, je vous disais, niveau torrentiel principalement. Et on ne gère pas des réserves quand on a 1,50 m, 2 m, 2,50 m de neige sur pied qui va permettre de soutenir l'étiage estival jusque parfois la fin juillet, comme on gère des réserves quand on n'a que de l'eau de pluie qui tombe en plus de ça sous forme torrentielle. Parce que la gestion de ces grandes réserves et la prévision de maintien de la côte pour satisfaire l'ensemble des usages est beaucoup plus compliquée. Donc, il y a effectivement une complexification de cette gestion, avec se rajoutant à ça le fait qu'on a un nouvel usage pour lequel les grandes réserves n'avaient pas été conçues et auquel d'ailleurs il n'y a pas eu de contribution financière, c'est l'usage touristique. Et le conflit d'usage aujourd'hui, vous avez un syndicat mixte qui est le SMADECEP qui gère, qui est le syndicat de l'ensemble des communes périphériques riveraines de Serre-Ponçon, hein, et qui, dès qu'on baisse qu'on marne trop la réserve de Serre-Ponçon, qu'on diminue de 50 cm à 1 mètre, il y a un accès aux bases nautiques dans de la boue, des marnes grises, etc., qui fait que les gens s'en vont et tout le monde hurle. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à maintenir cette cote dite touristique qui correspond à un accord négocié, mais pour lequel les réserves n'avaient pas été faites, et continuer à satisfaire l'ensemble des usages. Donc là, oui, il y a un conflit potentiel. J'ajouterai, je terminerai par là, qu'il y a demain, à mon avis, un conflit potentiel avec l'usage énergétique. Parce qu'évidemment, ça a des répercussions fortes sur les volumes qu'on turbine et quand est-ce qu'on les turbine. Pour continuer sur le conflit avec l'usage énergétique, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est, tu peux remettre la carte, c'est le conflit qu'il y a aujourd'hui sur l'étang de Berre avec l'eau qui vient précisément du canal EDF, c'est-à-dire celle qui a été celle qui a donc été canalisée depuis Serre-Ponçon. Et précisément, cette eau aujourd'hui se pose le gros problème de savoir est-ce qu'on la dérive vers la Crau qui a besoin d'eau? Est-ce qu'on la remet en Durance? Bon, ça paraît impensable, enfin du moins pas à Malmort, parce que vous voyez, donc c'est niveau vous voyez, Salon de Provence, là, vous voyez, c'est le truc jaune, là. Donc, voilà. Et le canal EDF, en fait, repart, au lieu de continuer donc, sur Avignon, repart sur l'étang de Berre. Et là, on a aujourd'hui, et depuis quand même pas mal d'années, mais de manière de plus en plus prégnante, un gros conflit. Tu as bien fait de citer cet exemple. C'est une décision toute récente. C'est EDF qui gère ce canal usinier. Hein. EDF vient d'être condamné à baisser de 600 millions de mètres cubes, c'est pareil, hein, 600 millions de mètres cubes, qui étaient desservis jusqu'à maintenant dans l'étang de Berre, pour des raisons de préservation de la faune, etc. Bon. Et la question qui se pose, c'est, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait de ces 600 millions de mètres cubes? Alors, les ASA de base se disent, bah, tiens, nous, on les veut. Hein, mais on voit bien hein, que ce n'est pas si simple. Bon, on va peut-être passer à l'autre question sur les jardins partagés. Oui, rapidement, si j'ai bien. Pour répondre, effectivement,
à votre question, aujourd'hui, on observe quand même sur des zones anciennement agricoles, alors je ne sais pas si dans votre cas, il y a l'utilisation d'un réseau gravitaire ou d'une irrigation particulière, mais en tout cas, il y a l'investissement urbain, mais sans doute à travers d'autres valeurs que celles de la production agricole, hein, qui sont davantage des valeurs environnementales et donnant à cette eau une valeur plus environnementale que productive finalement, mais qui participent sans doute de la sensibilisation, entre guillemets, ou de l'éducation d'une partie des populations qui sont à proximité de ces canaux aux enjeux de maintien de ce gravitaire. Mais je crois, alors il y a beaucoup d'actions qui sont menées, financées par les collectivités locales, dans le cadre des contrats de canaux aussi, par des associations type éducation à l'environnement, CPIE, etc., de sensibilisation au gravitaire et à l'irrigation comme un élément de production de paysages, de production de biodiversité, ce que montrait Chantal tout à l'heure aussi, là je ne sais plus où est ta diapo, mais voilà, donc c'est des éléments qui participent aujourd'hui de la reconnaissance, mais dans les enquêtes que nous avons menées, il y a quand même peu de savoir finalement et de connaissances sur l'histoire, je dirais, de la présence de cette eau où se promènent les gens aujourd'hui en fait, hein, et donc des usages qui en découlent, c'est-à-dire de considérer, par exemple, à Manosque, que les gens pensent que ça fait partie d'un espace de parc public. Donc, c'est intégré comme un élément de fréquentation de l'espace public vert presque. Hein, voilà. Donc, ça reste encore des choses qui devront sans doute trouver des solutions. Par visio de Dominique Rollin de la région Sud. Quid des techniques visant à limiter l'évaporation et celles visant à favoriser l'infiltration? Donc, c'est une question. Donc, oui, voilà. Moi, j'avais une question pour Monsieur Verzotti. Moi, je viens des Pyrénées-Orientales et on a aussi un réseau de canaux assez dense. Et en fait, le maraîchage, le modèle économique, il est plutôt sur 2 à 3 hectares. Et du coup, je me demandais si vous aviez des projections d'extension de votre modèle agricole, ou est-ce que c'est un modèle viable aujourd'hui pour une famille? On peut commencer à répondre? Oui. Je vais parler d'extension aussi. Donc là, effectivement, on a des injonctions contradictoires à la fois quand on est institution publique comme le département, à savoir qu'est-ce qu'on aide, quand on est l'agence de l'eau, qui n'aide que si on fait de l'économie d'eau, quand on est l'Europe, qui suit aussi l'agence de l'eau, et on a des politiques de l'eau qui sont faites à des échelles beaucoup plus larges que celles des spécificités méditerranéennes et provençales. Actuellement, il y a le Varenne de l'eau qui se passe à Monteux, régional. Hein, et je trouve super qu'en même temps, il y ait Volubilis qui discute de l'eau, parce que ça sera le mélange des deux qui fera peut-être les solutions qui vont arriver. Moi, là, on le voit bien, les contrats de canaux, on en a 5 dans le Vaucluse. Ils ont permis effectivement 14 millions d'économies d'eau, mais derrière, ça veut dire c'est de la modernisation, clairement. On passe effectivement du gravitaire au goutte à goutte, et la régulation, c'est du béton. Hein. C'est des becs de canard qui réduisent le canal et qui font monter la ligne d'eau, des vannes qui sont gérées, et ça permet plus de précision, mais c'est de l'économie d'eau et c'est du béton. Donc, le busage, ça évite l'évapotranspiration de certains secteurs, et il y a des secteurs périurbains qui obligent au busage. Je dis ça parce que je sais que là, il y a un public assez branché sur l'environnement et la vision idyllique des canaux de la Sorgue, qui sont à la fois des ruisseaux et des canaux d'irrigation, c'est pas la même qu'on a dans le Val de Lurance et ailleurs. Mais ma question, c'était, actuellement, on voit arriver, et le Vaucluse, c'est aussi le Haut-Vaucluse, on voit l'organisation qu'a sur la Durance. Et moi, ma grande surprise, quand j'ai commencé à m'occuper d'eau au département, c'est qu'on n'utilise pas l'eau du Rhône.
qui est l'autre, notre grande réserve, les Alpes, ça monte jusqu'au lac Léman, et il y a le Rhône qui passe, qui nous longe, et tout le nord des Bouches-du-Rhône, on a une demande énorme des viticulteurs, des oléiculteurs, des producteurs d'abricots sur les piémonts de Vaison et tout ça, qui veulent de l'eau. Il y a un gros projet là, c'est 300 millions d'euros qu'il faut mettre sur la table. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse demande, même pour ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, l'agriculture, il faut un peu d'eau. Alors après, un peu, il est difficile à gérer, mais il va falloir le gérer. Et donc, quid de ces demandes d'extension? On voit bien que là, il y a un gros secteur jaune, le plateau de Sceaux, avec ses lavandes, etc., que des touristes aiment bien venir, mais ils n'ont pas un pet d'eau, et on ne sait pas ce que ça va devenir dans les 30 ans. Donc, à l'horizon de 30 ans, il faut qu'on réfléchisse aux réserves, etc. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge pour arriver à satisfaire toutes ces demandes. Oui, alors concernant l'économie, en fait, dans la gestion du sol ou du travail du sol, des techniques, effectivement, en fait, la structure, bien structurer son sol en maraîchage, enfin, avec l'apport de matière organique, tout ça contribue justement à limiter cette évaporation et à faire en sorte qu'on va avoir des réserves d'eau et que les arrosages soient suffisants, en fait, en tout cas, être dans la stratégie d'économie. L'autre question, c'était sur la vivabilité. Alors, moi, ma ferme ne peut exister que parce que je coopère. Je fais partie d'un collectif d'agriculteurs qui s'appelle Abanast. On a un point de vente collectif et j'ai la main directe sur la vente de mes produits. Par ailleurs, je suis très impliqué dans le réseau des CIVAM sur l'accessibilité. Et pourquoi l'accessibilité à une alimentation saine et de qualité? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, mon kilo de carottes, je le vends 3,80 €. Et il y a des collègues dans les CIVAM qui sont sur des d'immenses fermes, mais de milliers d'hectares, qui vendent la tonne de carottes à 50 €. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre nos systèmes de production? Moi, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il faut au contraire réfléchir à un moment donné à dire on a besoin d'une stratégie et d'un maillage territorial pour répondre à une souveraineté alimentaire. On parle d'alimentation, mais ça pourrait même rejoindre l'idée des jardins partagés, hein, en fait, pour sensibiliser la population, enfin nos concitoyens en tout cas, à l'importance de l'agriculture en fait dans nos vies. Enfin, ça me paraît même de le dire là, ça me paraît évident, mais voilà. Donc les critères de vivabilité, ils tiennent compte en fait, et ça fait écho tout à l'heure quand l'intervenant parlait des oasis où on avait des agricultures vivrières très diversifiées. Moi, je pense qu'en fait, on doit pouvoir s'appuyer sur toutes ces unités de production. Ma vivabilité, donc, elle repose sur la coopération, c'est-à-dire, et là, j'emploie le mot de planification, mot que je n'entends pas dans les projets alimentaires territoriaux. Je vois des chargés de mission, par ailleurs, qui font très bien leur travail, hein, qui viennent nous expliquer on produit tant de volume de courgettes. Oui, mais quand? Pour qui? Vers quelle destination? Moi, mon projet alimentaire territorial, je veux le rattacher tout de suite à un objectif. Est-ce que l'assiette des enfants des quartiers de la Reine Jeanne à Avignon a été bouleversée par le projet alimentaire territorial là qu'on est en train de mettre en place? L'autre question que je pose, c'est quel budget on associe au stade de foot et quel budget est associé au projet alimentaire territorial? Je ne vais pas donner les réponses, renseignez-vous, vous avez les… Voilà. Et tout ça, en fait, et voilà, et tout ça, stade qu'on arrose avec l'eau potable. Voilà, la gestion, et stade qui est un régime municipal. Donc voilà, toutes ces questions-là, donc la vivabilité, la réponse c'est la coopération. Et en fait, je me préserve, je suis le moins vulnérable que possible à la logique de marché. C'est pour ça que je fixe mes prix. Et pour vous dire, sur une ferme comme la mienne, alors c'est parce qu'on parle de surface, mais en gros, c'est 10 à 15 000 salades, c'est 3 à 5 tonnes de pommes de terre, c'est voilà, des assolements. Mais par contre, attention, je suis très gourmand, il me faut de la matière organique. Aujourd'hui, je suis dans la difficulté pour trouver de la matière organique animale, du fumier. Parce qu'on a tellement… voilà. Donc, vous voyez, on parlait de la ressource hydrique, mais tout ça, ça doit se mettre dans quelque chose de plus global. Et on parle d'alimentation. Voilà. Donc, ça, c'est un projet. Et c'est pour ça que si je faisais un peu de provocation, je suis par ailleurs élu à la chambre agricole, notamment de régionale. Et des fois, je fais bondir mes collègues quand je leur dis quand est-ce qu'on va s'atteler à supprimer le ministère de l'Agriculture pour le ministère de l'Alimentation. Alors là, tout le monde me tombe dessus, mais je pense qu'on est concernés tous par cette question. Elle ne doit pas être que dans l'exclusivité du giron des paysans. Sur la question de Lionel Martin, merci d'avoir posé la question des zones sécurisées qui ne le sont pas actuellement.
En région PACA, toute région confondue, tout périmètre irrigué confondu, on irrigue aujourd'hui, on sécurise 200 000 hectares. J'en ai pas parlé, mais à mon avis, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste qui aujourd'hui n'est pas sécurisé et dont l'avenir de l'agriculture dépend évidemment. Alors, il y a des solutions qu'on a évoquées, l'extension des réseaux, mais elle n'est pas infinie, hein, parce qu'il y a des zones où, qui seront à des coûts prohibitifs. Il y a des périmètres irrigués qu'on peut imaginer, notamment pour le nord du Vaucluse. Vous avez dit des Bouches-du-Rhône, mais c'est surtout le nord du Vaucluse à partir du Rhône. Hein, c'est évident. Il y a d'ailleurs des avant-projets qui traînent dans les cartons et qu'il faut probablement pousser. André Bernard est un fervent militant de ces réseaux-là. Et puis, je pense qu'il faut poser le problème de la création de nouvelles réserves, hein, qui est une question taboue en France. Hein, mais créer de nouvelles réserves à partir d'une pluviométrie qui est essentiellement automnale et printanière, pour pouvoir la distribuer avec sobriété pendant l'été, c'est une question majeure. Hein. Et ça ne veut pas dire, ce n'est pas pour autant qu'on bouleverse à la fois les milieux, qu'on gaspille, etc. Donc, la question des réserves collinaires me semble être une question à enjeu majeur pour l'avenir de notre agriculture dans tous les zones de l'arrière-pays qui ne sont pas sécurisées. Et je parle de sécurisation d'accès à l'eau plutôt que d'irrigation. Ceci étant, il faudra toujours faire attention, encore une fois, dès qu'on bouge quelque chose, c'est autre chose qui réinteragit. Les retenues collinaires, on a vu ce que ça avait donné dans le Tarn, etc., et les montées en puissance des refus de ce genre de choses. Donc, effectivement, voilà, comme le disait aussi Nicolas, c'est-à-dire c'est un tout, c'est-à-dire quand on pense eau, il ne faut pas simplement penser eau, il faut penser territoire, il faut penser alimentation, il faut penser est-ce que je peux amener autre chose pour nourrir la terre que de l'eau. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance, on l'a vu dans nos entretiens aujourd'hui, finalement, il y a un certain nombre de viticulteurs qui ne se posent même plus la question et qui se disent, bon, il y a Canal de Provence qui passe pas très très loin, là dans le Var. On va voir comment on peut financer des tuyaux et puis on amènera de l'eau à nos vignes et puis basta, quoi. Voilà, changement climatique, on n'en a même pas peur, puisque effectivement on pourra amener de l'eau avec des tuyaux. Donc, je veux dire, se dire toujours mettre à disposition la ressource, etc., bah, bon, c'est peut-être pas forcément, je ne sais pas, mais le discours à tenir, encore une fois, politiquement parlant. Non, mais ça ne s'oppose pas forcément. C'est-à-dire que plutôt que de parler d'irrigation, d'ailleurs pour la vigne, hein, je préfère parler de sécurisation d'accès à l'eau. La meilleure preuve, c'est que les viticulteurs, ils n'arrosent pas chaque année. Mais cette sécurité qui leur permet de passer une année difficile, elle est souvent essentielle. Ou sinon, mais ça ne s'oppose pas, je pense, à des changements de pratiques, à des modifications d'assolement, à des choix de variétés végétales plus adaptées. Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les unes aux autres. Et les enjeux en matière de consommation globale, je rappelle quand même que l'ensemble des usages sur les réseaux du canal de Provence, donc industriel, agricole, urbain, etc., c'est 250 millions de mètres cubes. Donc, ce qu'on va amener sur les réseaux du Var, par exemple, hein, moi, je ne suis pas en train de défendre la politique de la SCP, j'y suis plus. Mais ce qu'on va amener sur les réseaux du Var aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20-30 millions de mètres cubes et encore pas chaque année. Donc, il faut rapporter ça ou le comparer à ce que consomme la moindre surface, par exemple, de foin de croc. Hein. Donc, voilà, moi, il me semble qu'il faut, sur ces questions-là, qu'on sorte des a priori un peu tabous, et moi, je n'opposerai sûrement pas des évolutions des pratiques agricoles. Hein. Bon. On n'a pas opposé. Il y a encore deux questions. Moi, je voulais poser la question de l'évolution culturelle, c'est-à-dire aujourd'hui on arrose la vigne, mais il y a des plants peut-être de vigne qu'on peut replanter et ne pas arroser. Il y a peut-être d'autres variétés qu'on peut introduire et qu'on peut diversifier et qui demandent moins d'eau et qui sont mieux adaptées donc à ce changement climatique.
Je reviens effectivement sur cette question d'arrosage de la vigne. Ça me surprend complètement qu'on veuille mettre de l'eau pour faire du vin. Depuis les Romains que l'on plante de la vigne, on n'a jamais arrosé la vigne, sauf aux périodes effectivement où on avait besoin de faire couler des hectares, d'avoir des productions énormes à l'hectare, mais pour avoir une piquette. Aujourd'hui, la vigne, il faut la planter à l'endroit où effectivement elle doit pousser. On est en train de se dire qu'effectivement, on a une plante et on va chercher de l'eau pour avoir la plante. Il faut savoir la plante où on doit la mettre, dans quelle terre, dans quel terrain, ainsi de suite. Et ça, c'est pour tous les types de cultures. C'est ce qui est le plus important. Et comme c'est très rentable la vigne, on en plante partout. Mais il faudrait se poser la bonne question. Je veux bien répondre sur l'eau du Rhône. Il y a un projet effectivement de dérivation des eaux du Rhône, mais qui est encore sur les cartons. Et je pense qu'effectivement, il y a probablement des possibilités de créer des périmètres irrigués à partir de l'eau du Rhône qui sont intéressantes. Ceci étant, quand on essaye de voir ce que va devenir le régime du Rhône, il sera probablement beaucoup plus impacté que le régime du Rancien, hein. Et donc, il l'est déjà. Et il y a des inquiétudes fortes aujourd'hui au niveau du comité de bassin de ce que va devenir le Rhône. Donc, ce n'est pas parce que c'est le Rhône à 5000 m3 seconde de débit moyen que pour autant, là, on peut faire n'importe quoi. Et puis le Rhône aussi, le Rhône, c'est la compagnie Baronne Languedoc qui gère ça de l'autre côté, de côté Languedoc-Roussillon, et avec déjà de larges projets d'irrigation, etc., qui existent. Et sur la région, là, plutôt celle dont on parlait tout à l'heure, là, non, au-dessus du Coulon, etc., c'est plus le canal de Carpentras là, qui est en train de réfléchir, enfin qui est sollicité en tout cas, qui était sollicité pour étendre son périmètre. Mais bon, ce qui le fera, je ne sais pas. Sur la ligne. Oui. Non, elle a été... Ça a été répondu. Non, mais enfin bon, alors, j'ai manié un humour douteux, donc... Non, mais c'est pas il y a deux questions qui ont été posées. Sur la vigne, on a aussi plus ou moins répondu, c'est-à-dire... Oui, sur la vigne. Oui. On avait déjà aussi plus ou moins répondu dans le sens où effectivement, d'accord, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble aujourd'hui quand même de viticulteurs du Var qui travaillent avec l'INRA sur des adaptations, non, mais des plans adaptés à la sécheresse, hein. Donc ça se fait, mais simplement qu'on a entendu aussi le discours inverse de dire, bon, de toute façon, il y aura de l'eau, et on ne peut qu'être d'accord avec le fait que effectivement, on avait avant des cultures sèches, quoi, je dirais, en Provence, mais ça, c'est depuis aussi le développement de l'irrigation, hein. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé aussi en Espagne. Je ne sais pas s'il y a des gens compétents sur l'Espagne aujourd'hui, mais en Espagne, aujourd'hui, tu as les olives, elles sont grosses comme ça parce que tu as 99% d'eau dedans, parce que c'est irrigué, etc. Donc, c'est aussi parce que l'eau, c'était Franco qui avait dit priorité à l'agriculture et on mettra des barrages là où il faut pour amener l'eau. Et puis donc, en fait, toutes les techniques d'irrigation, quelles qu'elles soient, à un moment donné, ont amené aussi, si tu veux, des possibilités autres que les agriculteurs ont pris en charge. Et un certain nombre ne sont pas d'accord avec ça. Et effectivement, Marie l'a montré dans les résultats en disant non, on veut faire autrement, etc. Mais oui, il y en aura toujours qui vont dire je vais irriguer mes oliviers, je vais irriguer ma vigne, etc. Ah oui, mais bon, oui, il y a des marchés. Oui,
Enfin, c'est des modèles économiques. Et puis, je crois qu'il faut bien voir ce qu'il y a. Pourquoi je préfère parler de sécurisation d'accès à l'eau plutôt que d'irrigation. Aujourd'hui, les viticulteurs, je ne suis pas viticulteur, je ne suis pas là pour défendre la cause des viticulteurs. Mais d'une part, ça ne concerne pas que le Var, loin s'en faut. D'autre part, l'ensemble des viticultures périméditerranéennes nous taillent des croupières, non pas sur des questions de rendement, parce que plus personne ne veut boire de piquette, mais sur des questions qualitatives. Et aujourd'hui, pour faire des vins de qualité, les viticulteurs, que ce soit du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence ou du Var ou des Bouches-du-Rhône, vous diront que c'est très difficile quand on n'a pas la possibilité d'amener ne serait-ce que 500 mètres cubes à l'hectare au moment où il faut. Hein. Voilà. Et ce n'est pas forcément un modèle de toujours plus gros pour faire de la piquette, etc. Quant à l'oléiculture ou à la production d'amandiers, aujourd'hui, si des agriculteurs plantent des vergers d'amandiers ou des vergers d'oliviers, l'amener de l'eau, c'est pour permettre une implantation du verger à la fois plus rapide et plus solide. Hein. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont arroser tous les ans. Donc là, je crois qu'il faut pas se dire qu'irrigation ou sécurité d'accès à l'eau est systématiquement synonyme d'accroissement des rendements, baisse de la qualité, au contraire. Merci beaucoup à tous. Si je peux apporter sur la vigne un petit témoignage de Paul Vendran, viticulteur à Flassan, qui donc lui est très attentif à cette idée d'être économe et tout ça, mais qui témoigne que sur certains cépages, il est obligé d'apporter l'irrigation pour la qualité de son vin. Par contre, il est ouvert à une question. C'est que lui nous dit, il prend sa retraite là bientôt, enfin il est proche de la retraite, il nous dit bon, si un jour on doit arbitrer entre faire du vin et de la production, des aliments, de la production de légumes, il sera ouvert à ce qu'on lui dise ben non, on ne peut plus t'apporter l'eau parce qu'il faut produire autre part de légumes. Il est ouvert à ça. Voilà. Il pose la question sans forcément dire c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous. Je vois qu'il y a quand même des controverses qui sont encore à venir et à discuter. Je passe...